opération d'enregistrement, je vérifie. Recording Ah, is on. c'est la petite voix que je voulais entendre. Autoriser tout ça, hop, affichage. Donc normalement là, tout le monde voit bien l'écran. Donc bonjour à tout le monde d'être présent à ce webinaire de la MAP et des syndicats et relais départementaux et régionaux de l'ADEME. Donc effectivement, donc ce webinaire va durer environ 1 heure. Pour tout ce qui est questions, il y a une boîte de dialogue, donc il y a un petit logo en bas à gauche comme une bulle de bande dessinée où vous pouvez venir taper vos questions et on y répondra tout au long du webinaire, et à la fin du webinaire, il y aura aussi un échange questions-réponses. Vu qu'on n'est pas nombreux, entre guillemets, on pourra, au lieu de les faire par écrit, on pourra chacun prendre la parole s'il y a des questions, mais pendant qu'on parle, il vaut mieux utiliser la boîte de dialogue. Vous verrez sur ces webinaires pardon, sur ce support qu'il y a beaucoup de liens. Cliquez ici en savoir plus. Donc ils ne sont pas actifs au moment du webinaire, mais bien sûr, dès aujourd'hui, vous pourrez ensuite aller sur le site de la MAP, télécharger le support de présentation, et là, évidemment, les liens seront actifs. Et d'ici la fin de semaine, je l'espère, il y aura aussi possibilité de voir ce webinaire en replay. Donc voilà. Je renverrai un petit mail pour vous donner le lien, mais normalement, vous devez tous à peu près voir où se situe le support et le webinaire sur le site de la MAP. Donc, on peut y aller, donc c'est parti. Donc, bonjour à tous, donc webinaire séquence 3 sur 5, donc sur le solaire thermique et le PV, c'est-à-dire photovoltaïque. Donc, ça va se diviser en 6 parties aujourd'hui. Donc, un rappel rapidement de la séquence 1 qui a eu lieu en octobre. Ensuite, la présentation des intervenants, donc Morane et Vincent. Ensuite, gisement solaire et différence entre thermique et photovoltaïque. Le solaire thermique, le photovoltaïque, et enfin, projet énergie renouvelable, ENR, ce qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, moi, Yoann Leloutre, chargé de mission de la mission EDD, Efficience et Développement Durable de la MAP, et donc je suis conseiller en énergie partagée pour les bâtiments de santé de la région Pays de Loire. Santé, aussi bien sanitaire que médico-sociale, aussi bien privé que public qu'associatif. Ensuite, je laisserai Morane se présenter et je laisserai aussi Vincent se présenter au moment de leur intervention. Donc un petit rappel de la séquence 1. Donc chaque mois, il y a des webinaires. Donc la séquence 1 a eu lieu le 1er octobre 2020. Donc pourquoi on a mis en place des webinaires? Donc un, c'est dans le but de présenter les énergies renouvelables, notamment les avantages des ENR dans le secteur de la santé. Qui dit santé dit bâtiment en général ouvert toute l'année, avec qui chauffent bien et avec des gros besoins d'eau chaude sanitaire. Donc ENR et santé, c'est un peu le combo gagnant. Ensuite, c'est aussi pour partager du retour d'expérience sur les projets d'énergie renouvelable, que vous ayez en tête les contacts régionaux et départementaux pour vous accompagner sur vos projets d'énergie renouvelable, connaître aussi les aides financières à ces projets, enlever les idées reçues sur les énergies renouvelables, comme par exemple, il y a assez de bois en France pour le bois, le solaire thermique ne crée pas de légionnel, le photovoltaïque se recycle bien. Enfin voilà, toutes ces choses-là, toutes ces phrases que j'entends un peu tous les jours quand je me déplace de site en site, et qui sont, désolées, mais complètement fausses. Donc voilà, ça permettra de mettre un petit peu à plat tout ça. Et enfin, de se mettre en ordre de marche sur le décret tertiaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu la partie 1 présentation, il y a eu la partie 2 en novembre, réduire ses consommations. Donc, ces deux webinaires vous pouvez aller sur le site de la MAP pour revoir les webinaires et télécharger les supports. Aujourd'hui, solaire thermique. Pour débuter 2021, le bois énergie. Et pour continuer 2021 en février, la géothermie. Ça, je vais passer rapidement sur ces slides. C'est juste une synthèse de la séquence 1. Comme je dis, vous pourrez aller voir sur le site de la MAP. Donc, la MAP. Mission d'appui pour la performance des établissements de santé. Dans la MAP, il y a une mission qui s'appelle EDD, Efficience et Développement Durable. Moi sur l'efficacité énergétique et mon collègue M. Bizien sur tout ce qui est déchets et alimentation. Il y a eu un accord cadre entre l'ARS et l'ADEME des Pays de Loire pour 3 ans pour mettre en place des actions d'efficacité énergétique sur le territoire, sur les bâtiments de santé. Voilà, en gros le topo, mais il y a des infos plus précises dans la séquence 1. Dispositif CEP, qu'est-ce que c'est? Donc comment s'inscrire, les missions associées et un renvoi vers la base documentaire.
Donc en gros, j'interviens sur 3 axes majeurs, de l'accompagnement et du conseil, de la formation et de l'animation. Aussi bien sur l'efficacité énergétique que sur les énergies renouvelables, et aussi bien sur le bâtiment, les bâtis existants, que sur le neuf, que sur les projets d'investissement. Voilà en gros sur quel axe je peux jouer. Voilà, je peux intervenir. Je passe un petit peu plus de temps rapidement sur le décret tertiaire, mais une fois de plus de détails dans la séquence 1. Le décret tertiaire, vous y serez tous soumis prochainement pour tous les propriétaires locataires d'une surface de supérieure à 1000 m². Ça va peut-être passer à 500, c'est en cours de discussion. Le but du décret tertiaire, c'est de réduire les consommations d'énergie de 42% en 2030, 50 en 2040 et 60 en 2050. Tout ça par rapport à une année de consommation de référence qui devra être choisie pour vous entre 2010 et 2020. Et cette année de référence devra être saisie sur la plateforme Opéra de l'ADEME en septembre 2021 maximum. Donc vous avez ça, entre guillemets, comme travail, si je puis dire, de recherche à faire, de facture, de surface pour pouvoir saisir Opéra en 2021. Sur la base documentaire de la map, il y a un onglet dédié avec 4 pages qui synthétisent bien le décret tertiaire pour mieux comprendre tout ça. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus aujourd'hui, c'est pas le thème, mais sachez que la map a de la documentation pour vous aiguiller là-dessus. Décret tertiaire, donc comment agir dessus? Donc on peut jouer sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Donc sur l'efficacité énergétique, comme j'ai dit, il y a l'accompagnement du dispositif CEP, il y a des formations format ludique que j'ai mis en place, des animations via la base documentaire, les newsletters et des aides financières, les C2E, les appels à projets. Vous avez des liens juste à côté, à chaque fois cliquez ici, là ils ne sont pas actifs, mais bien sûr sur le support ils le seront et ça vous emmènera directement vers les bonnes pages considérées. Concernant les énergies renouvelables, on peut aussi faire des choses. Il y a l'accompagnement avec le réseau ENR des Pays de Loire, les syndicats des énergies, l'information comme le webinaire d'aujourd'hui, la visite de site avec du retour d'expérience et des aides financières également comme le fonds chaleur et des appels à projets. Voilà sur quoi on peut jouer pour tendre vers les objectifs du décret tertiaire. J'ai présenté ça de manière assez brève, j'en suis conscient, mais une fois de plus, le support est disponible. Je laisse maintenant la parole à Morane et Vincent pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est le solaire thermique et le photovoltaïque. Oui, merci Johan. Bonjour à tous. Donc Morane Guermic, je suis chargé de mission chez Atlansun, qui est le réseau des professionnels solaires du Grand Ouest, Bretagne et Pays de Loire. Rapidement, Atlansun est présent depuis 2012 sur les Pays de Loire, depuis 2019 sur la Bretagne, à la demande justement de la région justement pour essayer de structurer l'offre sur la Bretagne, et donc Atlansun a un historique beaucoup plus important sur les Pays de Loire, justement dans l'idée de quoi? C'est de faire la promotion du solaire sous ces deux formes, photovoltaïque et thermique, et surtout d'accompagner tout porteur de projet à l'émergence de projets. On est là on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas une structure de développement ou de fourniture de matériel. On est vraiment là, un peu à l'image d'Atlanbois, sur la filière bois. On est là justement pour être un facilitateur dans la mise en œuvre de solutions et surtout de permettre d'éviter les écueils du passé, les contre-références, les surdimensionnements. Voilà, on est vraiment là dans une notion d'accompagnement et on est au service de tous, comme entre autres la MAPES, comme les syndicats d'énergie, dont le CIDEV, le CIDELA, et j'en passe. Bonjour à tous, donc Vincent Billot, donc moi je suis référent énergie renouvelable pour le syndicat des énergies de la Vendée, le CIDEV. Donc on intervient sur les sujets des ENR, sur le département de la Vendée en tant que relais départemental, plutôt auprès des collectivités. Et aujourd'hui, je vais parler aussi au nom du réseau ENR Pays de Loire. Donc les structures telles que la mienne sont représentées sur chacun des départements de la région. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est moi qui interviens aujourd'hui pour en leur nom. Eh ben, on va pouvoir commencer. Alors le principe, c'est on voulait commencer déjà par présenter le gisement solaire.
et puis que vous ayez bien en tête la différence en fait entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Alors, ça utilise bien la même ressource qui est le rayonnement solaire. Et donc, cette ressource, elle est à la fois illimitée et gratuite à l'échelle de la planète. Donc, le premier petit picto là sur la gauche de l'écran, il vous montre un petit peu l'importance que peut avoir l'énergie solaire à l'échelle de la planète en comparaison des énergies fossiles, donc des énergies de stock qu'on connaît, telles que le charbon, le pétrole, le gaz ou l'uranium. Et puis le petit carré bleu le petit cube bleu que vous voyez sur le bas, c'est la consommation mondiale annuelle. Donc voilà, même ça vous donne une idée de. Ah, visiblement on voit pas le diaporama. Ah, pourtant moi c'est bon de mon côté. Johan, je sais pas si. Ouais, Moi, je le vois très bien. Ah ok, donc visiblement c'est pas le cas C'est pour pas tout le monde. Si vous n'hésitez pas à mettre s'il y a des problèmes dans la fenêtre de dialogue, est-ce que c'est une personne ou tout le monde? Ouais, je pense que il faut cliquer sur Johan, ouais, sur le petit pictoïde de Johan et ça va l'afficher. Je continue du coup. Mhm. Voilà, donc ça donne une idée de l'importance des ressources à l'échelle de la planète et ça montre l'ampleur assez illimitée de l'énergie solaire à l'échelle de la planète. Donc cette ressource, elle est à la fois présente partout. Donc c'est ce que à l'échelle nationale, c'est ce que montre la carte, la carte du milieu. C'est une ressource qui est présente partout, mais avec une importance un peu différente forcément entre le nord et le sud de la France, par exemple. Bon, ça, on en a bien conscience. Par contre, c'est pas parce qu'on se situe dans le nord de la France qu'on n'a pas de potentiel pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Et pour preuve, le développement de ces filières en Allemagne qui est vraiment bien au-delà de ce qu'on fait en France. Et pourtant, leur ressource solaire est inférieure à celle de la France. Donc cette ressource, elle est aussi saisonnale, c'est-à-dire que je vais rien apprendre à personne, mais on a plus de soleil en été qu'en hiver, c'est ce que montre le petit graphique en haut à droite. Donc voilà, on produit plus en été qu'en hiver, mais ça n'empêche qu'en hiver, on peut tout de même produire à partir du solaire, et on le verra sur quelques diapos suivantes. Et le petit pictogramme le montre également avec les petits soleils. On est sur même si on est sur un temps qui peut être un peu nuageux, on arrive quand même à avoir une ressource solaire qui peut être suffisante dans certains cas. La petite information qu'on vous met pour vous donner une importance toujours de cette ressource, c'est que sous notre climat, chaque mètre carré reçoit à peu près 1200 kWh d'énergie solaire annuellement. Et ça correspond en équivalence à peu près 120 litres de fuel par mètre carré. Donc vous voyez l'importance de cette ressource, y compris sous nos latitudes. Alors, du coup, cette ressource, on l'a dit, elle est partagée par deux technologies, donc le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. La différence entre ces deux technologies, c'est que le solaire thermique va nous permettre de produire de la chaleur. Cette chaleur, elle va être utilisée notamment pour la production d'eau chaude sanitaire, de chauffage, chauffer de l'eau de piscine par exemple, pour des procédés industriels ou des procédés agricoles. Les établissements de santé que vous représentez aujourd'hui ont notamment des besoins d'eau chaude sanitaire conséquents. C'est pour ça qu'il y a un vrai potentiel solaire thermique sur vos établissements. Le solaire photovoltaïque, quant à lui, donc il permet, en utilisant la lumière du soleil, on le verra tout à l'heure, permet la production d'électricité. Et cette production d'électricité, elle est destinée à être soit vendue sur le réseau public d'électricité, donc c'est ce qu'on appelle l'injection réseau, soit autoconsommée sur les sites pour les besoins propres, en fait, les besoins propres en électricité des sites. Alors, je vais m'attarder un petit peu donc sur le fonctionnement des différentes technologies. On va commencer par la partie solaire thermique.
Donc le solaire thermique, sauf si peut-être j'ai pas dit, mais est-ce qu'il y avait des questions sur la ressource? Pas forcément. Il n'y a rien en tout cas sur le chat. Ok. Donc je poursuis sur le solaire thermique et si des questions viennent, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure sur le chat. Donc sur le solaire thermique, le fonctionnement en fait il est assez simple. C'est en 3 temps, c'est ce que présente le petit graphique sur la petite image sur la gauche. Les 3 temps, ça va être de capter, donc on vient récupérer l'énergie solaire, la transférer vers du stockage. Et quand on parle de stockage, surtout dans vos établissements, on parle de stockage d'énergie et pas d'eau sanitaire. On va en parler tout à l'heure avec Morane, notamment sur le sujet de la légionnelle. Et la 3e étape, c'est la distribution. Donc, c'est distribuer cette eau chaude pour les besoins de vos sites. Le petit pictogramme sur la droite résume à peu près la même chose, mais en termes un peu plus techniques. Dans le fonctionnement en fait de l'installation, dès que au niveau du capteur, là, on voit la sonde de température en toiture. Dès que cette sonde de température indique une température plus élevée que celle relevée dans le bas du ballon, de stockage, on va venir faire fonctionner, alors c'est automatisé bien sûr, mais la pompe solaire se met en route, ce qui permet d'aller récupérer de l'énergie, de la chaleur sur les capteurs pour venir la stocker dans le ballon. On en reparlera tout à l'heure aussi, mais le petit 5, c'est ce qu'on appelle l'appoint. Donc le solaire est forcément couplé à une énergie d'appoint pour assurer un confort toute l'année. J'en reparlerai tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste petit point technique au cas où. Donc, il y a la fenêtre de dialogue, c'est bien de l'ouvrir pour mettre les questions. Une fois que votre question est posée, n'hésitez pas à la fermer pour agrandir sur l'écran le support. Ça vous permettra peut-être de mieux voir les schémas. Voilà. Je te laisse continuer, Vincent. Désolé pour cette petite. Pas de souci. Tu peux passer à la page suivante si ça ne te dérange pas. Alors, on retrouve ici donc la coupe d'un panneau solaire thermique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce matériel-là? C'est très simple. Vous avez une épaisseur de verre, j'expliquerai à quoi elle sert tout à l'heure. On a un absorbeur, c'est la partie foncée, là, bleu foncé, noir. Un circuit, un serpentin en tube en cuivre, pardon, qui renferme en fait le fluide solaire. Donc, et puis on a un isolant à l'arrière. Donc, comment ça fonctionne? L'énergie solaire donc traverse le verre, vient réchauffer l'absorbeur de couleur foncée. Cet absorbeur, il va transmettre l'énergie en fait, via les tubes au fluide solaire. Et du coup, cette énergie est transportée via un circuit hydraulique jusqu'au ballon qu'on a vu tout à l'heure. Le verre, en fait, il permet de créer un effet de serre à l'intérieur du capteur pour augmenter son rendement. Et l'isolant qui est prévu à l'arrière du panneau permet aussi de limiter les pertes de chaleur. Donc, l'objectif, c'est toujours d'augmenter le rendement. Donc, c'est un fonctionnement, enfin, en tout cas, une composition très, très simple avec des matériaux entièrement recyclables. Donc, pas de complexité de ce point de vue-là. Le graphique sur la droite de l'écran, il vous présente, on retrouve un petit peu la courbe qu'on a vue tout à l'heure sur la ressource. Donc, c'est-à-dire, on voit bien que le solaire permet d'avoir une production d'énergie notamment en été, mais pas seulement. On voit aussi qu'on peut produire l'hiver, et il permet notamment de réchauffer l'eau du réseau qui est plus froide en hiver. Donc, c'est vraiment un gain sur vos consommations d'énergie d'appoint. Donc, l'appoint, c'est ce qu'on retrouve en orange un peu plus foncé. Cette énergie, en fait, elle vous permet d'assurer aux usagers un confort constant toute l'année. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de soleil une journée que vous n'allez pas avoir de chaude sanitaire. Il y a bien l'appoint qui prend le relais et qui assure le confort pour les usagers tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Un autre point important sur ce graphique, on voit qu'en période estivale, le solaire n'assure pas tout à fait 100% des besoins. Alors, c'est vraiment voulu. On essaie de dimensionner à 80-90% des besoins estivaux. L'objectif, c'est d'assurer le dimensionnement le plus correct possible de l'installation pour assurer sa pérennité. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'en dimensionnant à 80-90% des besoins estivaux, on arrive quand même à couvrir à peu près 20% des besoins en hiver.
Et au global, sur l'année, on approche un taux de couverture de 50 à 60%, c'est-à-dire 50 à 60% des besoins d'eau chaude sanitaire, par exemple, de votre établissement, sont couverts par le solaire. Et donc, le reste est assuré par votre énergie d'appoint. Donc, c'est autant d'économies de cette énergie qui sont assurées de ce fait. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie-là et je passe la main du coup à Morane pour vous expliquer plus en détail un point important, la légionnelle, sur vos établissements. Oui, effectivement, je ne vous en apprends rien en parlant du mot légionnel. C'est quelque chose que vous êtes malheureusement habitué peut-être trop à entendre et surtout à les risques liés à cette vilaine bactérie et aux risques induits sur les personnes fragiles. Souvent, lorsqu'on entend parler production d'eau chaude, et encore plus sur des établissements comme le vôtre, la problématique de développement légionnel apparaît. Et si à ça, on vient rajouter la notion de solaire thermique, bien souvent, on a tendance à entendre dire que le solaire thermique, c'est un risque majeur pour le développement de la légionnelle. Face à ça, bon nombre d'études ont été menées justement pour essayer de vérifier si c'est avéré, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi. Un réseau d'acteurs, entre autres l'ADEME, le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, couplé à 2 bureaux d'études, un bureau d'études, on va dire, généraliste national, le COSTIC, couplé à un autre bureau d'études qui est lui spécialisé solaire à l'échelle nationale, plus EDF, là peut-être plus pour une question d'image, se sont tous associés justement pour mener à bien cette étude. Juste un rappel du contexte. Il faut savoir qu'il y a un arrêté du 30 novembre 2005 qui est donc relatif aux installations fixes pour la production de chauffage et l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de travail ou des locaux de typologie URP, qui n'impose pas de contraintes sur les ballons de préchauffage. Et donc, quand on parle de préchauffage, on rentre bien donc dans la problématique des ballons de stockage solaire qui sont, eux, toujours considérés en préchauffage. Retenez bien qu'on est au 30 novembre 2005. Cependant, il y a une circulaire du 22 avril 2002 et du 28 octobre 2005, c'est-à-dire antérieure à l'arrêté du 30 novembre 2005, qui, eux, proscrit tout stockage à une température inférieure à 55 degrés sur les établissements de santé. Alors, on peut déjà là se poser la question, comment se fait-il qu'un arrêté au 30 novembre 2005 permette le stockage en ballon de préchauffage, puisque qui dit préchauffage dit fatalement qu'on va être inférieur à 55 degrés, et de l'autre qu'on ait l'interdiction de stocker à moins de 55 degrés. Ça, c'est une question qu'on ne comprend pas, mais on est obligé de s'appuyer dessus. Johan ? Johan, est-ce que tu peux passer ? On a perdu Johan. Ah, zut, on a perdu Johan. Non. Alors, si tu veux, je vais partager mon écran. Alors, Johan est parvenu? Non, j'en profite juste du coup, le temps que tu partages, je vais répondre à la question sur la durée de vie des panneaux photovoltaïques en zone littorale. C'est la problématique des panneaux, qu'ils soient photovoltaïques ou qu'ils soient thermiques, c'est une problématique non négligeable. Particulièrement pour les capteurs solaires thermiques, on dit qu'ils doivent être tropicalisés, donc ils doivent respecter dans leur fabrication, ils doivent respecter les contraintes maritimes. Donc ils doivent être, avoir une classification de protection marin. Pour les panneaux photovoltaïques, il y a très peu de soucis, si ce n'est d'avoir une certification qui permet de limiter l'abrasion liée aux embruns et au sel, à la fois sur le capteur, le vitrage, les joints et les fixations. Mais sinon, globalement, il y a très peu de contraintes une fois qu'on respecte ça.
J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous revoyez, Non. tout le monde revoit la présentation? Ouais, c'est bon. Alors ouais, j'ai eu un petit problème de mon côté. Là, Il faut cliquer. Alors, je pour faire ce repars. cliquer, ça dépend. Si on se met sur la page de Vincent, il faut cliquer sur le petit carré VB à droite de votre écran pour faire apparaître son écran. Sauf si Yoann a pu le refaire apparaître. Là, c'est bon, ça revient sur moi normalement. Ah ouais, donc si vous Ok, restez donc sur l'onglet Johan, il va vous repartager son écran. Excusez-nous pour ce. Affichage, mode plein écran, normalement c'est reparti comme tout à l'heure. Ouais, c'est bon, ça y est. Bon, Euh, désolé, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Je te laisse reprendre la main, Morane. Est-ce que je change de slide ou pas? non, j'étais arrivé sur celle-là. Donc du coup, J'ai pas je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je ne l'ai pas en tout cas. est-ce que vous voyez la page 14, le slide de 14 avec... non, là c'est arrivé trop loin. Reviens en arrière, Johan. Non, tu vois, je pense que alors, tout le monde l'a pas non plus. Reviens en arrière encore. Ouais, alors là en fait, moi je sais plus ce que j'ai là. Non, tu vois, dans le chat, la plupart des gens nous disent qu'il n'y a pas de. Voilà. Reste sur la page, le 4, partie 1, solaire thermique, où il y a les logos ADEME, CSTB. Ok. On est à la page 13. Je pense que plus personne ne le voit par contre. Est-ce que, Vincent, toi, tu as toujours la tienne ou pas? Bah, moi, je peux la repartager, ouais. Moi, je vois la tienne. Si vous cliquez sur la page sur l'icône VB pour Vincent Billot, est-ce que il a partagé son écran? Est-ce que vous voyez? Ouais, ça semble bon apparemment. Non, bah écoute, on va rester peut-être sur mon partage. Sur le partage de Vincent. Donc du coup, tu peux passer à la slide 14. Donc, suite à l'analyse d'un échantillon, alors certes faible en nombre, mais comme représentative, globalement, il s'avère impossible de conclure que, en fait, le lien entre le stockage sanitaire solaire en préchauffage, puisqu'encore une fois, le solaire est en préchauffage, et la présence de bactéries légionnelles. Donc, il n'y a pas de lien réellement avéré. Mais l'étude Légiosol, donc, qui a été menée, en fait, démontre que les températures de fonctionnement d'une installation solaire peuvent être malheureusement propices au développement de la Légionelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, par le passé, on a eu tendance, par une certaine approximation sur le contexte du besoin, sur le dimensionnement, on a eu malheureusement tendance à surdimensionner la production solaire et donc, de fait, à sous-dimensionner, soit à la surdimensionner ou alors à la sous-dimensionner, mais d'une manière générale, à la surdimensionner. Et le surdimensionnement solaire génère quoi? Lorsqu'on est sur du stockage solaire sanitaire, on diminue le renouvellement en eau des ballons et inversement sur un sous-dimensionnement. L'origine donc du risque de développement légionnel sur les installations solaires, ce sont des dimensionnements qui sont inadaptés. Et pour revenir sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure en préambule, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi on ne dimensionne jamais à 100% des besoins à l'année et aussi pourquoi on évite de dépasser 90% maximum de taux de couverture en été. C'est uniquement pour empêcher ce phénomène de développement légionnel. La solution qu'on a trouvée face à ça, c'est de respecter les bonnes pratiques en termes de conception. Et pour ça, il y a une certaine réglementation, un cahier technique d'accompagnement pour tous les bureaux d'études, justement, pour respecter les bonnes pratiques de dimensionnement en termes de conception. La première étant de réaliser des campagnes de mesure. On mesure le volume qui est consommé chaque jour. Vu que vous êtes sur des établissements avec une certaine linéarité des besoins, ça va aller normalement assez vite et c'est assez vite représentatif. Suivant. En conclusion,
l'étude Légiosol n'établit aucun lien réel entre la légionnelle et un schéma solaire et un chauffage en eau sanitaire sous le solaire thermique. Mais par contre, on a une autre solution, puisqu'il y a malgré tout un risque lié au surdimensionnement, entre autres, c'est l'utilisation d'un schéma en eau technique. C'est le schéma qu'a présenté tout à l'heure Vincent, c'est de faire du stockage non pas en eau sanitaire, mais en eau technique et de faire de la production derrière instantanée. C'est à la fois performant, c'est aussi économique, à la fois sur l'investissement, mais à la fois aussi sur la maintenance. N'oubliez jamais que lorsqu'on veut faire quelque chose qui soit performant et cohérent, ça ne sert à rien de vouloir toujours faire mieux, puisque le mieux est l'ennemi du bien. On respecte les règles de l'art solaire. Et pour ça, on s'appuie sur un dispositif qui est grandement poussé par l'ADEME à ce jour, c'est le dispositif SOCOL, SOCOL pour solaire collectif, qui demande de dimensionner au plus juste, voire même légèrement moins, soit en utilisant des hypothèses, soit par une campagne de mesure. On essaye d'utiliser des schémas qui soient simples et éprouvés, toujours pareil. On n'essaye pas de réinventer l'eau chaude, on fait quelque chose de simple. Plus c'est simple, moins ça coûte cher, plus c'est simple à suivre et à maintenir. On compte obligatoirement. De la même manière, on ne conduit pas sa voiture sans avoir un œil sur son compteur de vitesse. Le meilleur moyen de savoir si une installation de production d'énergie, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit fossile ou fissile, c'est de compter. En fossile et fissile, c'est simple, puisqu'en fait, on achète de l'énergie, donc on compte. Sur une production solaire, on compte pas, enfin, on n'achète pas l'énergie entre guillemets, mais l'installation est là pour produire de l'énergie. Donc on mesure et comme ça on est sûr que ça marche. On réalise une mise en service dynamique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Ben, c'est très simple. On ne réceptionne pas une chaufferie gaz si on n'a pas de gaz. On ne réceptionne pas une installation solaire sans avoir vérifié que sous un ensoleillement cohérent, l'installation fonctionne. On ne fait pas juste une photographie de l'installation. Lorsque tout est fini, on a mis en eau et puis on part. Et enfin et surtout, on utilise au maximum les dispositifs d'accompagnement proposés par l'ADEME, à savoir un accompagnement technique et une formation du maître d'ouvrage. Tous ces outils, ces aides sont disponibles sur le site de Socol et sont demandés, pour ne pas dire exigés, par l'ADEME. C'est le salut d'avoir une installation qui soit performante et durable et qui, in fine, réalise réellement ce dont elle est destinée, faire des économies d'énergie. Un petit exemple pour schématiser tout ça, l'EHPAD des Boutons d'Or à Aiguillon-sur-Vie. C'est un établissement qui maintenant est équipé en solaire depuis 2013, donc qui a quand même un petit peu de recul. C'est pas un gros établissement. Il consomme en moyenne 1200, 1300 litres par jour. L'installation solaire qui a été dimensionnée, c'est 10 panneaux, c'est à peu près 23 mètres carrés. Ça couvre 43% des besoins en eau chaude du bâtiment, pour un investissement d'un petit, on va arrondir à 20 000 euros. C'est un équivalent en consommation de 42 personnes. Pourquoi ce système fonctionne bien et a été installé? Eh ben, tout simplement parce qu'on avait une connaissance des besoins, mais surtout qu'on a une installation qui a été suivie, dimensionnée et réalisée de la manière la plus simple possible, toujours en s'appuyant sur la démarche Socol, qui est aujourd'hui la référence en fait à suivre. Un autre exemple, là beaucoup plus gros, la cité nazérienne, sanitaire nazérienne, donc à Saint-Nazaire. Donc là, on est sur un foisonnement un peu plus important des besoins, à peu près 13 mètres cubes jour à 60 degrés, une installation d'à peu près 120 capteurs, soit à peu près 400 mètres carrés. Qui dit 400 mètres carrés dit un coût beaucoup plus important. On arrive à peu près à un peu plus de 400 000 euros d'investissement. On couvre 48% des besoins. Donc là, on a la démonstration que quelle que soit la taille de l'établissement, on est capable de réaliser des choses qui soient efficientes, mais toujours en respectant une règle d'or, c'est on fait simple et ça fonctionnera et on suit. Et là, l'installation solaire sur ce bâtiment-là, en plus, elle est venue se coupler à une chaudière biomasse. Donc, ce qui montre qu'on a en plus la possibilité de faire de la mixité énergétique et de la mixité énergétique verte.
c'est-à-dire de coupler du solaire à du bois. Demain, s'il y a un réseau chaleur à proximité et qui est alimenté par une chaufferie bois, et ben voilà, on a un saveux mélange qui sait fonctionner. Et je crois qu'après, nous avons une petite vidéo qui va venir. Vincent, je te laisse présenter l'accompagnement. Ouais, juste sur l'accompagnement, donc on vous laisse pas seul dans vos projets. L'idée qui a été montée à l'échelle, à l'échelle régionale, c'est-à-dire que chaque établissement à l'échelle régionale peut bénéficier d'un accompagnement à la fois technique et financier. Donc l'accompagnement technique, il est gratuit, il est au service de vos projets comme c'est indiqué, et en fait on s'appuie sur le réseau des énergies renouvelables avec l'ensemble des structures là que vous voyez avec les petits logos sur la droite de l'écran. Donc chaque département, comme je disais, est couvert par une structure qui peut accompagner vos projets. L'accompagnement, c'est à la fois, ça va du stade de la réflexion jusqu'au suivi de vos installations. Donc on est en capacité de venir amener à la fois des retours d'expérience d'autres établissements qui se seraient lancés, de vous faire des visites par exemple, de vous accompagner sur les études préalables qui sont nécessaires, d'assurer aussi, de vous aider à assurer le suivi de l'installation, de vous assister dans les demandes, dans vos demandes d'aide. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement technique qui est complet, gratuit et à disposition pour vos projets. Le soutien financier, il est conséquent pour ce type d'installation. Il s'appuie notamment sur le fonds chaleur de l'ADEME. Et ce fonds chaleur, il vient en aide à la fois à la partie aux études, et également à l'investissement. Donc là, je vous ai donné une idée de l'ampleur, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 70, voire au-delà sur certains départements, on peut aller jusqu'à 80% d'aide sur la partie études. Alors pour ça, il faut vraiment, avant de lancer quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter les relais. On indiquera tout à l'heure leurs coordonnées, mais c'est vraiment un préalable, c'est contacter ces relais et ils vous orienteront sur le bon accompagnement. Donc on disait 70 jusqu'à 80% même sur la partie études. Et pour la partie investissement, on peut aller jusqu'à 50-60% parfois de l'investissement sur l'installation solaire thermique. Donc c'est vraiment une aide conséquente sur ce type de projet. Alors, on avait une petite vidéo, j'espère qu'on va pouvoir passer. C'était un retour d'expérience de l'EHPAD Sainte-Anne des Lucs sur Boulogne. Alors, c'est moi qui ai la main. Vu qu'il est déjà 40, peut-être la vidéo, on verra peut-être à la fin si on a le temps de la mettre. Et dans tous les cas, sur le support, vous aurez le lien qui vous emmène directement sur YouTube pour aller voir cette vidéo. Ouais, on peut faire ça. Ok, ça me va bien. Donc on poursuit. Donc on passe sur la deuxième partie dédiée plutôt au solaire, donc photovoltaïque, donc à la production d'électricité. Alors comment ça fonctionne une installation photovoltaïque? On le retrouve sur le schéma donc du bas là. En gros, on vient capter la lumière du soleil. Là, c'est la lumière qui nous a, c'est pas la chaleur. Donc les panneaux solaires captent la lumière. Cette lumière, elle est transformée via des cellules de silicium en un courant continu. Ce courant continu, alors je passe tous les détails, mais le courant continu, il est transformé par l'onduleur, là, c'est le petit 3 là. Il est transformé en courant alternatif, et ce courant alternatif, c'est celui que vous pouvez utiliser dans vos besoins, et c'est également celui qui est utilisé sur le réseau. Donc deux solutions ensuite pour valoriser cette énergie produite, c'est soit on l'injecte sur le réseau public, soit on vient ce qu'on appelle l'autoconsommer, donc on le consomme sur vos besoins propres du site et on renvoie, si besoin, le surplus sur le réseau. Dans tous les cas, on reste connecté au réseau. Le principe, c'est comme sur le solaire thermique, le réseau assure l'appoint d'électricité, c'est-à-dire le jour où il n'y a pas de soleil, si vous êtes en autoconsommation, c'est pas grave, on assure toujours l'approvisionnement en électricité via le réseau. Vincent, en haut à droite, vous retrouvez le... Oui. Juste un truc, apparemment le son serait désagréable. Est-ce que pour moi c'est très bien? Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou ça hache un peu?
Ça semble bon pour Cédric. Apparemment, c'est pas terrible. Ok, alors si toi tu as... Moi, ça va. J'ai les conditions techniques. les réseaux, c'est peut-être ouais, voix de robot de temps à autre. Bon, ça va peut-être se calmer. On va poursuivre et puis de toute façon, on n'a pas vraiment la main sur ça, malheureusement. Je poursuis du coup. Donc, en haut à droite, vous avez la composition d'un panneau solaire photovoltaïque. On retrouve en fait un cadre en aluminium, je vais dire une feuille de verre, mais une plaque de verre. EVA, c'est l'école, c'est l'école qui permet de lier les différentes strates du sandwich. On retrouve les cellules solaires. Alors, elles sont aujourd'hui majoritairement en silicium, donc c'est un dérivé du sable. Il y a d'autres matériaux, mais c'est majoritairement silicium aujourd'hui. Une couche de plastique à l'arrière du panneau, et puis la boîte de jonction qui sert à relier, à évacuer en tout cas la production d'électricité vers l'installation, vers l'onduleur, comme on l'a présenté tout à l'heure. Donc une composition assez simple du point de vue, du côté des panneaux. Alors, ces panneaux et ces installations photovoltaïques, on les retrouve sous différentes configurations. La plus connue, c'est l'installation sur toiture, donc c'est sur les bâtiments. Ça vous connaissez bien, on en retrouve un peu partout, soit chez les particuliers, les hangars agricoles et d'autres. Ce qui se développe de plus en plus, c'est les ombrières. Donc là, notamment une photo sur une ombrière de parking. Donc ces ombrières, elles sont destinées plutôt à des surfaces déjà artificialisées pour apporter un confort supplémentaire via de l'ombre. Et on valorise en fait ces surfaces déjà artificialisées, notamment sur la production d'électricité. La troisième configuration, c'est les centrales au sol. Ces centrales, donc les panneaux, ils sont posés au sol sur des châssis. Par contre, ces centrales, elles sont bien installées sur des sites qui sont non cultivables, non utilisables en tout cas à des fins agricoles. Et elles sont plutôt installées sur d'anciens sites d'enfouissement de déchets, friches militaires ou anciennes carrières. Mais c'est bien des sites qui sont non utilisables à des fins alimentaires. C'est important de le savoir. Je laisse la main à Morane pour une question qu'on retrouve souvent, notamment sur le sujet du recyclage des panneaux photovoltaïques. Oui, effectivement, une des questions qu'on entend très souvent, la problématique du recyclage d'un panneau photovoltaïque ou des panneaux d'une manière générale. Vincent l'a démontré tout à l'heure, elle a expliqué sur la problématique du solaire thermique. On est sur un sandwich de composants, cadre en aluminium, vitres, absorbeurs, souvent cuivre. Bref, on est sur des matériaux qui sont totalement recyclables et réutilisables. Aujourd'hui, sur un panneau photovoltaïque, on est à peu près à 95% de recyclables. Pourquoi on n'est pas à 100 ? Tout simplement pour un petit point qui n'est pas négligeable, c'est la problématique de la colle. Si vous vous souvenez du sandwich que vous a présenté Vincent précédemment, vous aviez de la colle EVA. Aujourd'hui, c'est à cause de ces résidus de colle qui s'intercalent entre la vitre, la cellule, côté soleil, et l'arrière de la cellule, là où vient se coller le boîtier de jonction, on a de la colle, et ces résidus de colle en fait posent aujourd'hui problème, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le recycler. Pour le reste, tout est recyclable, puisque en fait ce sont des matériaux, soit des matériaux conducteurs, des trames de conductivité qu'on peut réutiliser. De l'aluminium, du verre, c'est recyclable en fait en vie, et le silicium, lui, est recyclable jusqu'à 4 fois. Donc autant dire qu'on a de la marge, et on a surtout de la réserve, et on a aujourd'hui les compétences et le réseau via PV Cycle justement pour le faire.
faut juste avoir en tête, c'est que l'énergie nécessaire pour la fabrication, revient juste en arrière, pour la fabrication d'un panneau ou d'un système photovoltaïque est compensée par sa production en 2 à 3 ans. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de venir compenser la production en fait d'un panneau photovoltaïque en termes de bilan carbone au bout, on va dire, de 3 ans, voyant large, la compensation carbone est assurée. Petite question, Morane, Oui. en direct. Les matériaux des panneaux sont recyclables, mais sont-ils effectivement recyclés ou revalorisés? Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Le PV Cycle France, c'est un éco-organisme qui s'occupe de ça, en fait, et donc du coup, qui s'occupe de faire, c'est pas juste de dire: «On a une solution, de recyclage, en fait, on collecte tout et comment dire? En gros, on enfouit ou on broie». Non, 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 aujourd'hui, il y a vraiment une filière de démontage de panneaux et de revalorisation. C'est pas juste, en fait, qu'un papier qui est, ou qu'un dispositif mis en place. C'est vraiment un dispositif c'est un éco-organisme avec des structures on va dire, de démantèlement, de revalorisation en fait des matériaux. Moi, juste pour compléter, il y a une vidéo qui est très bien faite sur le site de PV Cycle et qui montre justement la technique qu'ils utilisent pour cette revalorisation. Ouais, tout à fait. Et puis, pour rebondir sur ce que dit Cédric Garnier du CIDELA, aujourd'hui, on a le parc photovoltaïque français euh, et n'est pas encore aujourd'hui arrivé à bout de course. Il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque a la capacité de produire au moins pendant 30 ans. Donc, on a de quoi venir. Il faut juste savoir, c'est qu'un panneau photovoltaïque, en fait, a son rendement qui chute, son rendement de production qui chute, contrairement à un panneau solaire thermique qui, lui, euh, à condition d'avoir été mis correctement en œuvre et utilisé dans la bonne manière, c'est-à-dire sans surdimensionnement, peut durer 50, 60, 70 ans sans problème. Je vais vous faire juste une analogie. Un panneau solaire thermique, c'est un radiateur. Un radiateur qu'on peint en noir et en gros qu'on met sur son toit. Rares sont les fois en fait où on change un radiateur parce qu'il a percé, un radiateur à eau. On le change soit parce qu'on n'aime plus le design, soit parce qu'on fait une rénovation. Donc on n'a pas de chute de rendement sur un panneau solaire thermique, contrairement sur un panneau photovoltaïque. Mais pour autant, un panneau photovoltaïque peut fonctionner allègrement pendant 30 ans, voire même plus. Pour en revenir justement sur la problématique du photovoltaïque, aujourd'hui, faut savoir qu'on est à un changement de paradigme sur le PV, ou dit autrement, on est à la croisée des chemins. Entre d'un côté le prix de l'électricité achetée réseau qui augmente, et puis de l'autre un coût de la production photovoltaïque qui diminue pour plusieurs raisons, parce que on a de plus en plus de producteurs, de fabricants de panneaux. On a du coup un coût qui diminue puisqu'on a beaucoup plus de solutions sur le marché. On a des productions qui s'améliorent, donc on a un ratio mètre carré, enfin surface production, qui est du coup plus efficace qu'il y a encore de ça 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, en 10 ans, le prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10. Pour un rendement qui s'est amélioré et un ratio de production mètre carré qui a quasiment fait augmenter de 50%. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une technologie qui est prouvée, éprouvée et durable, et qui du coup est compétitif par rapport à l'électricité qu'on achète sur le réseau, qui lui fatalement augmente, même si on est sur du marché de gros, pour certains groupements, voilà, on arrive à être compétitif. Juste avoir en tête qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire de l'autoconsommation ou de la vente, ou un mix entre de l'autoconsommation avec vente de l'excédent si on n'est pas capable de tout consommer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la fin de l'acheteur obligé. Comme je le disais, le coût du photovoltaïque a baissé et continue de baisser. Je l'ai dit, son prix a été divisé par 10 en 10 ans. Et aujourd'hui, on sait que les éléments structurants sur le prix d'une installation sont valables sur, on va dire, deux choses. La taille de l'installation,
fatalement. Plus l'installation va être de taille importante, plus le ratio prix au mètre carré va tendre à baisser. Fatalement, il y a des charges fixes, qu'on doit mettre un panneau ou qu'on doit en mettre 100 sur un toit. La problématique d'accessibilité, de sécurisation de la toiture, elle est la même. Mais on a aussi des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui sur 2 modes de valorisation. Soit je fais de la vente, je valorise une surface de toiture, je ne m'embête pas, toute la production est vendue à un acheteur obligé. Voilà, on a donc une rente qui tombe annuellement et on est capable de savoir en combien de temps on va amortir son matériel sans souci, sans se soucier globalement de comment est valorisée l'énergie. L'autre solution, c'est d'autoconsommer. Je produis sur site, je consomme sur site. C'est exactement la cible du solaire thermique. Jusqu'à preuve du contraire, rares sont les fois où on vend de l'eau chaude. En fait, aujourd'hui, l'autoconsommation photovoltaïque, c'est je produis sur site, je consomme sur site. La seule question qu'il faut se poser, c'est la concomitance entre le moment où je produis et le moment où je consomme. Vous êtes sur des établissements qui consomment globalement tout le temps, fatalement un peu plus de manière diurne que nocturne, par tout simplement par l'utilisation faite et l'offre apportée en fait aux patients. Ça tombe bien, c'est durant toute la phase diurne que l'installation photovoltaïque produit. Après, la notion, c'est de dimensionner pour faire coïncider l'offre à la demande. Voilà. La demande, on sait la mesurer, il y a des compteurs pour ça. Donc voilà, on dimensionne en fonction. Donc les modèles d'affaires en photovoltaïque, en autoconsommation sont simples, vous le voyez. On a la possibilité, je mets une centrale sur mon toit, je consomme l'électricité. Et l'électricité que je ne peux pas consommer parce que je produis plus à un moment donné de la journée que ce que je ne consomme, en fait, je la vends à un acheteur obligé. Et inversement, lorsque mon installation solaire ne produit pas, la nuit par exemple, ou par un temps maussade, ou produit moins par un temps maussade, en fait, j'achète mon électricité au réseau. Je suis donc interconnecté au réseau. L'autre solution, c'est l'autoconsommation totale. Je suis en capacité d'autoconsommer 100% de ma production photovoltaïque. Donc le dimensionnement est fait en fonction de la surface disponible et puis de la consommation connexe. L'énergie nécessaire dont j'ai besoin que l'installation photovoltaïque ne peut pas me fournir, je l'achète du coup au réseau. L'autre solution, là, cette fois-ci, c'est de ne pas réaliser l'investissement, on va dire, en main propre, c'est de réaliser du tiers investissement. En gros, un opérateur vient produire une centrale d'électricité chez vous, photovoltaïque en l'occurrence. Cette centrale photovoltaïque, deux possibilités, soit en fait l'opérateur vous vend en fait l'électricité à un tarif fixe, donc il devient entre guillemets producteur d'électricité et fournisseur d'électricité pour vous, consommateurs. La différence, une part de votre consommation est issue de la centrale photovoltaïque, l'autre est issue en fait du réseau. L'autoconsommation, aujourd'hui, son intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir essayer de temporiser sur la fiscalité et une question non négligeable de la péréquation tarifaire, puisque aujourd'hui, quel que soit le lieu où on habite en France, on a tous le droit à l'accès à l'énergie sur un tarif réglementé. Donc aujourd'hui, quand on découpe une facture, globalement, il y a 38%, donc le secteur vert, c'est le prix de l'électron et on va dire sa production, sa commercialisation. Et le reste, ce sont les taxes ou les tarifs induits pour l'acheminement, entre autres de l'énergie, jusque votre établissement. 32% correspondant à la TURPE et le reste correspondant aux taxes connexes. Lorsqu'on fait de l'autoconsommation, on n'a plus de taxes, fatalement, puisqu'on n'utilise plus le réseau. Globalement, on ne travaille que sur la part verte, c'est-à-dire la part de l'énergie, la part d'électrons produits par l'installation. Donc, du coup, on a un intérêt à essayer de valoriser, quand c'est possible, ce mode de valorisation énergétique. Si on n'a pas envie de s'embêter,
et ben on revend. Dans les deux cas, on arrive du coup dans ce sens à tendre vers la problématique des lois en fait en vigueur, donc le décret tertiaire qui arrive et surtout de coller à la loi énergie-climat qui tend justement à essayer de rendre producteur d'énergie tout établissement. C'est bon pour moi, tu peux continuer. Je ne vais pas détailler ce tableau-là. Je pense que le plus simple, ça sera que vous puissiez le lire en fait à tête reposée. L'idée, c'est quoi? En fait, ce tableau représente en fait la synthèse des modèles d'affaires dans le cadre de la vente de l'électricité, non pas de la consommation, mais de la vente de l'électricité produite par la centrale en fonction de la surface dont on dispose, que ce soit une toiture, un parking ou d'un foncier, et surtout si on a envie d'investir ou pas, et de consommer ou pas. Et donc là, en fait, globalement, ce tableau vous redonne un peu le cadrage des modes de valorisation et surtout leur intérêt en fonction des possibilités qui s'offrent à vous. Slide suivante, et ben c'est l'équivalent, mais cette fois-ci sur l'autoconsommation. Là encore, l'idée, c'est de vous donner en fait facilement par ce document les solutions les plus pertinentes qui peuvent s'offrir à vous en fonction de vos souhaits et de vos envies en fait justement pour avancer. Et là, je redonne la parole à Vincent. Ouais, donc moi je vais vous détailler les aides qu'il peut y avoir sur des projets photovoltaïques. Alors on a de la même manière que sur le solaire détaillé la partie accompagnement technique et le soutien financier. Donc sur l'accompagnement technique, en fait en fonction de comment vous voulez porter votre projet, l'accompagnement sera un peu différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du conseil, de l'information sur le solaire. En vous tournant vers Atlanson, avec le digne représentant aujourd'hui en la personne de Morane. Vous avez la possibilité de vous tourner vers des tiers investisseurs, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent à la fois développer et exploiter les centrales photovoltaïques sur vos sites. Donc là, il y a deux types d'exploitants. Donc les sociétés d'économie mixte locale. Donc ça, c'est principalement des émanations des syndicats d'énergie sur les départements, donc des émanations des collectivités. Donc tels que le Sidela Énergie 44 sur la Loire-Atlantique, Alter Énergie sur le Maine-et-Loire et Vendée Énergie en Vendée. Et de la même manière, des exploitants privés existent également, donc des tiers investisseurs peuvent proposer le même service, mais voilà, le même service. Si vous souhaitez porter en propre vos projets, vous avez la possibilité d'avoir recours, faire appel en tout cas à des bureaux d'études spécialisés en solaire photovoltaïque. Donc ça c'est important. Ils peuvent donc réaliser la conception des installations, le dimensionnement, la conception des installations. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher des professionnels qualifiés. Donc là, je l'ai indiqué, qualifiés RGE études. Ou ingénierie. Il y a des qualifications spéciales sur le photovoltaïque. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on retrouve ces mêmes qualifications sur le domaine du solaire thermique. Et c'est très important de se retourner vers ces bureaux d'études compétents. Il y a des vraies compétences spécifiques sur ces sujets. Et notamment dans le cadre des financements ADEME, le recours à ces professionnels qualifiés est indispensable. Concernant le soutien financier, alors il n'y a pas d'aide directe à l'investissement. Les aides qui peuvent être apportées, elles viennent plutôt via les tarifs d'achat lorsque l'on est sur des installations qui sont en injection réseau. En fait, le tarif d'achat est déterminé par l'État et il était jusqu'à présent en tout cas plutôt bonifié pour permettre d'assurer une viabilité économique des projets. Et puis on peut avoir recours aussi à des appels à projets qui sont ponctuels. Alors j'ai mis à surveiller parce que comme leur nom l'indique, les appels à projets ils ont une date butoir pour la plupart. En tout cas, sachez qu'en ce moment la région a notamment un appel à projet sur de l'autoconsommation avec une brique sur l'innovation notamment. Donc ça peut être sur le stockage ou la distribution de l'énergie, mais
voilà, un appel à projet est en cours du côté de la région sur le sujet de l'autoconsommation. Voilà, on a fait le tour de la partie photovoltaïque. S'il y a des questions spécifiques sur le photovoltaïque, sinon on passe sur une petite conclusion. En fait, les 3 points qui nous paraissaient essentiels sur notre présentation, c'était déjà d'avoir bien en tête la différence entre le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Donc c'est bien des solutions technologiques qui sont complémentaires. L'une permet donc pour le photovoltaïque la production d'électricité et le solaire thermique permet quant à lui la production de chaleur plutôt destinée par exemple à l'eau chaude sanitaire. Donc il y a un potentiel vraiment important sur vos établissements. Vous le savez, vous êtes des gros consommateurs d'eau chaude sanitaire et le solaire thermique permet d'y répondre. Vous l'aurez compris également, donc il y a des dispositifs d'accompagnement techniques et financiers qui sont à votre service pour vos projets. Donc n'hésitez pas à les solliciter. On mettra tout à l'heure les contacts de ces relais. C'est vraiment indispensable. C'est des accompagnements gratuits, donc n'hésitez vraiment pas à les solliciter.